L'histoire de la Seconde Guerre mondiale regorge de personnages et d'événements étonnants, mais peu sont aussi mystérieux que le vol solitaire de Rudolf Hess vers l'Écosse en 1941. Cet acte audacieux qui l'a mené de l'ombre de Hitler au cachot de Spandau soulève de nombreuses questions. Qu'est-ce qui a poussé Hess, autrefois un des plus proches collaborateurs du Führer, à prendre une telle décision? Était-ce un dernier acte de dévotion ou la preuve d'une déconnexion totale de la réalité? La société de Thulé et la fascination pour Hitler. Avant de devenir l'une des figures les plus énigmatiques du régime nazi, Rudolf Hess fut membre de la société de Thulé, un groupuscule occulte allemand fondé après la Première Guerre mondiale. Cette société secrète, imprégnée de mythes nordiques et d'idéaux nationalistes, prônait la supériorité de la race aryenne et s'opposait farouchement aux idéaux républicains et démocratiques. C'est dans ce cercle fermé que Hess se rapproche des milieux extrémistes et rencontre Adolf Hitler. Dès les années 20, Hess est profondément subjugué par Hitler, qu'il considère comme un sauveur providentiel pour l'Allemagne. Cette admiration frôle l'adoration. Hess vit uniquement pour plaire à Hitler, renonçant à toute ambition personnelle pour servir son maître. Ce lien quasi mystique se renforce après l'échec du putsch de la brasserie en 1923, lors duquel Hess est emprisonné aux côtés de Hitler. Pendant leur incarcération, il assiste Hitler dans la rédaction de Mein Kampf, devenant ainsi son secrétaire et fidèle lieutenant. Cette dévotion totale devient le moteur de toute sa vie. Un plan désespéré pour redevenir le favori d'Hitler. Malgré cette loyauté sans faille, Hess voit son influence diminuer à mesure que le régime nazi se consolide. D'autres, comme Göring ou Himmler, prennent de plus en plus de place autour du Führer. Hess, autrefois pressenti comme le successeur d'Hitler, se voit relégué au second plan. C'est dans ce contexte qu'il imagine un plan pour regagner la faveur de son maître. Négocier une paix séparée avec la Grande-Bretagne, permettant ainsi à l'Allemagne de concentrer ses forces sur le front de l'Est contre l'Union soviétique. Hitler, en réalité, aurait bien voulu conclure une paix avec la Grande-Bretagne pour éviter de se battre sur deux fronts. Mais le Premier ministre britannique Winston Churchill, farouchement opposé au nazisme, refuse catégoriquement toute négociation. Malgré cela, Hess, dans sa quête pour impressionner Hitler, décide d'agir seul. Il s'entraîne secrètement au pilotage d'un Messerschmitt Bf 110, préparant méticuleusement son vol. Le périple écossais, une tentative de paix irrationnelle. Le 10 mai 1941, Rudolf Hess prend les airs, seul à bord de son avion en direction de l'Écosse. Son plan est simple, atterrir près de la résidence du duc de Hamilton, un aristocrate écossais qu'il espère convaincre de jouer les médiateurs entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Cependant, son voyage est loin d'être une simple formalité. En survolant l'Angleterre, Hess manque de peu d'être abattu par la défense antiaérienne britannique, qui le prend pour un ennemi. Mais la chance semble être de son côté, et il parvient à atteindre les côtes écossaises. Son avion manquant de carburant, Hess est contraint de sauter en parachute. Il atterrit dans un champ près de Glasgow, mais son espoir de rencontrer le duc de Hamilton est vite déçu. Capturé par des paysans, puis livré aux autorités britanniques, il est immédiatement considéré comme un prisonnier de guerre. Ses tentatives de négociation sont ignorées par les Britanniques, qui se méfient de cet émissaire inattendu et solitaire. Les répercussions et la fureur d'Hitler. Lorsque Hitler apprend la nouvelle, sa réaction est violente. Loin de voir en Hess un héros de la paix, il le considère comme un traître qui a agi sans autorisation. Le régime nazi le renie publiquement, déclarant qu'il est mentalement instable. Pour Hitler, ce geste désespéré est une trahison, une menace potentielle à la sécurité du Reich, car Hess pourrait divulguer des secrets importants aux Britanniques. Pour les Alliés, et particulièrement pour Churchill, l'épisode Hess n'a que peu d'importance stratégique. Mais il est exploité comme une preuve des dissensions au sein du régime nazi. Rudolf Hess à Nuremberg et sa vie en prison. Après la guerre, Hess est capturé par les forces alliées et jugé lors du procès de Nuremberg en 1945. Durant le procès, il adopte une attitude étrange, affirmant d'abord avoir perdu la mémoire avant de retrouver soudainement ses souvenirs.
Condamné à la prison à perpétuité pour crimes contre la paix et complot, il est envoyé à la prison de Spandau, à Berlin. Hess y passe le reste de sa vie, devenant finalement le seul prisonnier de Spandau pendant plus de 20 ans. Les Alliés, et en particulier les Soviétiques, refusent de le libérer malgré son âge avancé, craignant que sa libération ne soit interprétée comme une réhabilitation du nazisme. Son quotidien en prison est monotone et solitaire. Il jardine, lit, écrit et maintient une correspondance limitée avec l'extérieur. Hess continue de clamer son allégeance à Hitler, refusant jusqu'à la fin de renier le régime nazi. Était-il fou ou simplement déconnecté de la réalité? La question de la santé mentale de Rudolf Hess a fait couler beaucoup d'encre. Bien que le régime nazi ait tenté de le faire passer pour fou afin de se protéger de la honte de son échec, de nombreux historiens pensent que Hess n'était pas véritablement fou, mais plutôt déconnecté de la réalité. Son périple écossais, irrationnel et fondé sur une vision naïve et dépassée de la situation politique, témoigne d'une profonde déconnexion. Hess n'était pas un fou dangereux, mais un homme obsédé par son désir de plaire à Hitler, jusqu'à prendre des décisions totalement irréalistes. Le 17 août 1987, à l'âge de 93 ans, Rudolf Hess est retrouvé mort dans sa cellule, pendu avec un câble électrique. Officiellement, il s'agit d'un suicide, bien que des théories du complot aient circulé sur un possible assassinat. Sa mort marque la fin d'une vie consacrée à une loyauté irrationnelle, mais elle laisse derrière elle une énigme, celle d'un homme qui a sacrifié sa propre existence pour un rêve impossible et déconnecté du monde réel. Conclusion. L'histoire de Rudolf Hess est celle d'une dévotion aveugle qui l'a conduit à un acte désespéré et irrationnel. Son vol en Écosse, loin de lui rendre la faveur de Hitler, l'a plongé dans l'oubli et la solitude. Son destin tragique nous rappelle les dangers de la soumission totale à une idéologie ou à un leader, et le coût élevé de l'isolement mental dans un monde en guerre. Hess n'était pas fou, mais il était perdu dans un rêve impossible, prisonnier d'un dévouement qui, au final, l'a conduit à sa propre destruction.